Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'ACO pour un nouvel épisode de notre série de discussions. Aujourd'hui, nous remontons au début de la success story de l'ACO et nous allons parler des montres d'aviateurs originales. Je vais vous montrer à quoi ressemblait la montre dans les années 40 et quels éléments sont encore aujourd'hui reproduits à l'identique. Vous en saurez plus après le générique. À mes côtés aujourd'hui, une fois de plus, Hugh Rucker. Ravi de vous avoir parmi nous, Monsieur Rucker. Bonjour. Aujourd'hui est un jour historique. Pour la première fois, nous allons aborder les montres d'aviateurs originales de Laco. Depuis près de 100 ans, Laco fabrique des montres avec la plus grande précision et qualité, et tout a commencé à l'époque avec une montre de poche. Je pense que beaucoup de gens ne le savent même pas. En quoi la montre de poche constitue-t-elle le fondement de la réussite de Laco? La montre de poche a été la première montre fabriquée chez Laco. Lorsque Frida Laché et Ludwig Hummel ont fondé la manufacture Laché en 1925, il s'agissait d'une fabrique de montres de poche. Ils ont commencé avec la montre de poche et ne fabriquaient que des montres de poche. Certains de ces modèles sont encore exposés aujourd'hui dans notre musée et nous les montrons volontiers aux visiteurs qui viennent nous voir. Le terme de montre d'aviateur ne dira sans doute pas grand-chose à tous les spectateurs. Ce sont des montres particulières qui, comme leur nom l'indique, étaient portées lors des vols. Mais elles n'étaient pas portées par le pilote, mais par les navigateurs. Car à l'époque, il n'y avait pas encore d'affichage numérique dans le cockpit. On ne savait pas quelle heure il était, sur quel méridien se trouvait l'avion, ni quand il arriverait à tel ou tel endroit. Et c'est justement à cela que servaient les montres d'aviateurs. Comment ces montres permettaient-elles à l'époque de recueillir ces informations dans le cockpit? Il fallait, comme vous l'avez déjà dit, pouvoir déterminer la position de l'avion afin de savoir où l'on se trouvait et aussi pouvoir estimer à peu près comment poursuivre le vol ou comment rentrer à la maison. Et pour déterminer la position, on utilisait à l'époque les astres, des tables de navigation, des octantes et l'heure. On pointait alors un octant vers les étoiles, le soleil ou la lune, on mesurait un angle, puis on consultait ce même angle à l'heure précise de la mesure dans un livre de table, ce qui permettait de déterminer la position. Pour cela, il fallait une mesure du temps très précise, et à l'époque, c'était encore une opération très complexe. Construire des montres aussi précises à l'époque, c'était de la haute technologie, et c'est ce que nous faisions chez Laco. Je tiens ici dans ma main l'original des années 40. Incroyable! Presque 80 ans, un diamètre de 55 mm. Ici, nous avons la montre d'aujourd'hui, qui a été reproduite exactement de la même façon. Mais la montre existe aussi dans d'autres tailles, non? Exactement. Aujourd'hui, nous fabriquons encore une réplique à la taille originale de 55 mm. Mais nous produisons aussi la montre en version réduite proportionnellement, avec un diamètre de 45 mm, 42 mm et 39 mm. Et elles sont réduites de façon proportionnelle, de sorte qu'elles produisent le même effet au poignet, quel que soit le diamètre ou le tour de poignet, afin que l'effet de la montre soit identique à celui des grands modèles originaux. Donc, avec 55 mm, on a ici en réalité un véritable mastodonte. Mais qui achète ce genre de choses? Eh bien, d'une part, les collectionneurs de montres, qui souhaitent bien surposséder chaque montre importante de l'histoire, si possible. Soit en tant qu'original ancien, si on parvient à en trouver un quelque part, soit en tant que notre reproduction. Certains pilotes historiques, qui volent encore sur des avions anciens avec une tenue fidèle à l'époque, veulent évidemment aussi avoir ce genre de montre au poignet. Les pilotes de biplan, par exemple, ça a vraiment de la gueule. Et puis il y a aussi certains motards un peu rustiques, avec leur vieille moto, là aussi ça va très bien, même par-dessus la veste. Oui, et puis certaines personnes de grande taille, avec des bras plus costauds, comme par exemple un acteur célèbre qui était autrefois bodybuildé, peuvent aussi la porter ainsi. Je vous affiche justement une photo à l'écran. C'est aussi très intéressant de voir comment la montre était portée à l'époque par les navigateurs, à savoir par-dessus la tenue, comme on vient de le dire. Autrefois, il était courant que les montres aient un boîtier en tôle laqué. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, car désormais les montres sont sablées et possèdent un boîtier en acier inoxydable. Exactement. À l'époque, le boîtier en tôle grise était aussi mat. C'était pour éviter les reflets. Les reflets auraient bien sûr gêné la lisibilité, mais ils auraient aussi pu attirer l'attention de quelqu'un de loin, peut-être. Il y avait donc de nombreuses raisons de rendre la montre grise et mate. Aujourd'hui, nous utilisons l'acier inoxydable comme matériau de boîtier et nous obtenons cette surface grise grâce à une technique particulière de sablage, ce qui nous permet de retrouver exactement le charme qu'avaient les montres à l'époque. Ce gris mat, justement, mais avec un boîtier très robuste et de très grande qualité. Donc, c'est un choix délibéré à ce niveau-là, pour rendre la montre encore plus qualitative. On voit d'ailleurs ici ou là que la peinture s'est écaillée.
Évidemment, après 80 ans, c'est compréhensible. Ce qui frappe sur cette montre, c'est le cadran. Là, nous avons deux modèles de cadrans différents. Le modèle n'a été utilisé que pendant une courte période, puis le modèle B est rapidement arrivé. Pourquoi ce changement? Oui, le modèle A est celui que nous connaissons tous aujourd'hui sur nos montres courantes. Les chiffres sont, placés comme repère des heures sur la montre ou sur le cadran. Le modèle B utilise les chiffres pour indiquer les minutes. C'était important pour rendre la lisibilité encore nettement meilleure qu'avant. Les erreurs dues à une mauvaise visibilité, à des erreurs de lecture, étaient tout simplement encore trop élevées avec le premier modèle. On a amélioré cela avec la modification du modèle B, de sorte que l'on pouvait lire immédiatement les minutes et donc aussi les secondes, sans avoir à convertir l'affichage des heures en affichage des minutes. C'est pourquoi on est très vite passé à ce modèle B, et on l'a ensuite conservé. C'est aussi avec ce modèle que l'on a produit de loin le plus grand nombre de montres. MMM. Bien sûr, avec les conditions de l'époque dans le cockpit, il fallait aller vite. Là, ça bougeait beaucoup. Très précis. Les cadrans sont sans logo et sans affichage de la date. C'est bien ça? Exactement. À l'époque, on n'avait pas besoin de la date. On savait quel jour on était, et pour la détermination de la position, ce n'était pas important non plus. Et le logo, aurait aussi gêné la lisibilité. Et, il est placé à l'intérieur de la montre. Si on voulait savoir de qui venait la montre, il n'y avait que quelques fabricants autorisés à construire et livrer ces montres. Il fallait donc ouvrir la montre et regarder qui l'avait produite. Et là, on voit alors le fabricant Laco. Ce qui me frappe aussi sur ma montre, ce sont les aiguilles bleuies thermiquement. C'était aussi typique à l'époque sur les véritables montres de pilote, non? Exactement, c'était déjà à l'époque des aiguilles cadres, bleuies thermiquement pour passiver la surface contre la rouille et d'autres altérations. Elles étaient remplies de matière luminescente, à l'époque du radium avec un matériau porteur, qui servait de liant et maintenait ainsi cette matière dans le cadre. Sur les anciens originaux, on voit d'ailleurs souvent aujourd'hui que cette matière a vieilli et fini par s'effriter. Aujourd'hui, bien sûr, nous utilisons de la superluminova, une matière luminescente de très grande qualité, mais toujours dans des aiguilles cadres, toujours bleuies thermiquement. Donc exactement comme sur l'original, sauf qu'il n'y a plus de radium. Je vais maintenant tapoter très doucement sur le verre, car j'entends aussi une différence par rapport aux montres actuelles. Ici, nous avons encore du plexiglas comme autrefois, aujourd'hui c'est du verre saphir. C'est le cas pour toutes les montres, doublement bombées et aussi anti-reflet des deux côtés au choix. On peut choisir cela comme on veut. Ce qui n'a pas changé, c'est la couronne sur le côté. Nous en avions déjà parlé dans la dernière vidéo, de la fameuse couronne de pilote avec ses crantages tout autour. Elle est aussi gigantesque. Quelle était sa signification à l'époque? Dans l'avion, on portait des gants. Il faisait parfois froid, il y avait des arêtes vives un peu partout. Il fallait pouvoir manipuler la montre même avec des gants. Il fallait pouvoir la remonter et, au sol, il fallait aussi pouvoir la régler ou la corriger si besoin. C'est pourquoi on a ici une couronne relativement grande, qu'on peut manipuler assez facilement même avec des gants. Pour éviter qu'elle ne glisse entre les doigts. Exactement. Et comme la montre se portait aussi sur l'avant-bras, par-dessus la veste, la grande couronne ne gênait pas au poignet. En face de la couronne, on voit une gravure. C'est le numéro FL, c'est-à-dire le marquage pour l'aptitude à l'observation des montres. À l'époque, les montres étaient classifiées, et c'est encore aujourd'hui un élément fixe sur les rééditions pour leur donner un aspect encore plus historique, non? Exactement. FL signifie aviateur. C'était des produits fabriqués pour l'aviation. Le 23 signifie qu'il s'agit d'un produit de l'aviation dans le domaine de la navigation, et le reste est un numéro de série. Ce numéro que nous avons aujourd'hui est donc attribué précisément à cette montre. Donc, si on voulait commander à nouveau cette montre, il fallait indiquer ce numéro FL, et on recevait exactement la même montre, c'était le numéro de commande. Autrefois, il y avait aussi une autre gravure sur le sol. Nous ne l'avons pas sur cette montre-ci. Il y avait aussi un autre marquage, non? Oui, sur la montre, le numéro de série est visible à l'extérieur du fond, et à l'intérieur se trouvent les données de production. Quel mouvement est à l'intérieur, quel fabricant l'a produite, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous reproduisons ce tableau à l'extérieur du fond, afin que cette très belle gravure, qu'on ne peut malheureusement pas lire parce qu'elle se trouve à l'intérieur et qu'il faudrait ouvrir le fond pour la voir, ce qu'on ne souhaite pas faire, soit désormais visible sur nos modèles, car nous l'avons placée sur le fond extérieur. Donc, pour ceux qui souhaitent une touche encore plus historique, il est possible de commander la montre ainsi. Restons sur le fond de la montre, car c'est en dessous que bat le mouvement. Et en effet, Laco utilise ici des mouvements Cellita. C'est exact. Que peut-on en dire? Nous utilisons deux variantes différentes de mouvements.
Nous avons d'une part la possibilité, pour rester un peu plus fidèle à l'original, d'intégrer un mouvement à remontage manuel dans la montre, et d'ailleurs, les anciens modèles originaux n'avaient que des mouvements à remontage manuel, c'est donc le mouvement historiquement correct pour cette montre. On peut également le voir ici devant, dans le bloc d'acrylique, tout à gauche. Le mouvement couleur laiton est celui qui bat dans la montre originale ancienne. Donc, le mouvement à remontage manuel est l'une des options que l'on peut choisir. L'autre option, c'est le mouvement automatique, ce qui permet de remonter la montre au poignet par le mouvement, et ainsi la montre reste continuellement remontée. Ces deux choix fondamentaux peuvent être faits lors de la sélection d'une Laco originale fligerure. Et ensuite, il existe encore différents niveaux de finition. Chez nous, elles sont généralement proposées en version élaborée de Cellita, mais il est aussi possible de les obtenir en version top. Les attaches droites du bracelet sont restées les mêmes, n'est-ce pas? On les retrouve encore aujourd'hui sur toutes nos montres. Oui, c'est exact. C'est l'une des caractéristiques particulières de nos montres d'aviateurs originales. Nous reproduisons encore aujourd'hui cette attache qui, de nos jours, paraît très atypique. À l'époque, c'était tout simplement très pratique et facile à fabriquer. En fait, on utilisait des boîtiers de montres de poche comme base, on soudait les attaches et on y fixait ensuite les bracelets, ce qui était encore relativement inhabituel à l'époque. C'était quelque chose de relativement nouveau de porter la montre au poignet, sur un bracelet, surtout pour les grandes montres. Mais justement, ces attaches droites, nous continuons à les reproduire aujourd'hui dans le même design. Et à l'époque, les montres avaient des barrettes fixes soudées, donc on ne pouvait pas changer le bracelet, mais ce n'était pas nécessaire non plus. Exactement, les bracelets étaient rivetés. C'est pour cela que nous avons ce look particulier avec les rivets des montres de pilote, que nous associons toujours à la montre d'aviateur. Cela signifie que les bracelets ne pouvaient pas être changés, sauf si l'on retirait les rivets ou si l'on coupait le bracelet. Ensuite, on pouvait installer un nouveau bracelet. C'est exactement ce que nous faisons encore aujourd'hui dans la reproduction de la montre de 55 mm. Là aussi, nous avons des barrettes fixes et des bracelets rivetés, et nous devons suivre la même procédure si nous voulons changer de bracelet. Mais sur les modèles réduits de 45, 42 ou 39 mm, nous avons des barrettes à ressort et nous pouvons utiliser la méthode actuelle pour changer les bracelets, les échanger, et ainsi choisir selon nos envies ou selon l'esthétique. Qu'est-ce qu'on veut porter aujourd'hui sur la montre? Mais nous avons conservé les rivets pour l'aspect visuel. Ils sont également rivetés de part en part. Ils sont certes recouverts à l'intérieur d'une petite couche de cuir pour éviter que le rivet ne frotte contre le poignet, mais ils sont encore aujourd'hui rivetés de part en part. Restons un instant sur le bracelet en cuir riveté de l'époque. Ici aussi, on peut très bien voir, de façon très historique, comment c'était à l'époque. Un bracelet très long et aussi très solide. Exactement. C'est un bracelet qu'on appelle bracelet à boucle roulante. Grâce au fait qu'il y a un rouleau d'un côté, sur lequel le bracelet peut glisser, et que les deux parties du bracelet sont à nouveau rivetées ensemble à l'extrémité, la montre tient bien en place. Cela veut dire que si elle s'ouvre au poignet, elle reste quand même accrochée au bras et ne tombe pas, ne se perd pas, ne gêne pas quelque part et n'entraîne pas de problèmes plus graves, comme tomber entre les pédales du pilote ou autre. C'était très important que la montre, même si elle s'ouvre, reste accrochée au poignet. On pouvait alors, grâce à la boucle roulante, ouvrir et fermer la montre assez facilement. Et quand on l'ouvre, elle ne tombe pas non plus, ce qui est évidemment important pour éviter d'endommager la montre. Cette boucle roulante, nous l'avons encore aujourd'hui, comme on peut le voir ici sur la réédition. Nous l'utilisons aussi pour les montres réduites. Mais pour les montres réduites, nous les livrons aussi, et principalement, avec des bracelets en deux parties. Mais il est également possible d'avoir des boucles roulantes pour les variantes plus petites, qui cependant sont relativement épaisses à l'intérieur du poignet et sont donc généralement moins appréciées. Jusqu'ici, c'était très historique, Monsieur Rucker. Y a-t-il d'autres éléments qui ont été ajoutés? Oui, aujourd'hui, par exemple, nous avons la possibilité de placer la couronne également du côté gauche de la montre. C'est intéressant pour les gauchers qui portent la montre au poignet droit et souhaitent également avoir la couronne du côté du poignet, ou pour ceux qui préfèrent porter la montre de façon à ce que la couronne soit éloignée du poignet. C'est une option que nous proposons aujourd'hui, couronne à droite, couronne à gauche. Une autre possibilité est que nous pouvons graver la montre et y apposer la gravure personnelle du client. Nous proposons même ce service gratuitement dans notre boutique. Et en plus, la montre est désormais étanche jusqu'à 10 ATM. Jusqu'il y a quelques années, elle n'était étanche qu'à 5 ATM. Maintenant, grâce à des joints spéciaux et à des procédés de fabrication particuliers, nous avons réussi à atteindre une étanchéité de 10 ATM, ce qui permet à la montre de supporter une petite douche ou une averse. Donc, beaucoup de possibilités qui se sont encore ajoutées. Certains parmi vous hésitent peut-être au moment de l'achat, surtout en ce qui concerne la taille de la montre. Quels conseils pouvons-nous donner aux spectateurs à ce sujet?
D'une part, nous avons un guide des tailles sur notre site internet. On peut y voir, en fonction du tour de poignet, quelle taille de montre nous recommandons. Et d'autre part, il faut aussi essayer la montre. En général, les montres d'aviateurs se portent un peu mieux lorsqu'elles sont plus grandes, plutôt que trop petites. Il vaut donc mieux acheter un modèle un peu plus grand que ce que l'on choisirait habituellement. Par exemple, on achètera peut-être une montre classique de costume 2 mm plus petite qu'une montre d'aviateur, pour que la montre d'aviateur ait un peu plus de présence. Mais il faut vraiment essayer. Il faut aussi suivre un peu ses goûts personnels. Mais pour les montres d'aviateur, je ne peux que recommander d'essayer, surtout chez Laco. Elles paraissent parfois très grandes sur le papier, mais elles se portent en réalité plus petites, ont un meilleur rendu esthétique lorsqu'elles sont un peu plus grandes que ce à quoi on est habitué. Nous sommes aussi très présents sur les salons. Cela permet aussi d'essayer les montres sur place, sinon il suffit de commander sur le site web ou d'utiliser le conseiller de taille. Ou bien de se rendre chez l'un de nos nombreux revendeurs. Nous pensons avoir, partout en Allemagne, des revendeurs bien équipés chez qui l'on peut commander une montre, l'essayer, et en cas de doute, le revendeur peut aussi la renvoyer. Donc, grâce à ce réseau de revendeurs, l'amateur de montres a vraiment la possibilité, dans sa région, de passer un modèle original Laco au poignet et de voir quelle taille lui convient le mieux. Laquelle est la bonne pour moi? Toute l'ADN de Laco vous parvient dans un élégant étui de voyage directement chez vous. Voilà à quoi cela ressemble. Donc, si vous souhaitez porter un morceau d'histoire au poignet, vous pouvez le faire avec une véritable montre d'aviateur originale. N'hésitez pas à consulter notre site web pour le guide des tailles. Essayez tout simplement. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin. Monsieur Rucker, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Je vous remercie également de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et abonnez-vous aussi à notre newsletter. Sur ce, je vous dis un grand merci. Au revoir, à la prochaine. Au revoir.